enregistrer, comme ça, vous pouvez débarrasser. Je pense que j'ai imprimé deux, je l'ai oublié l'autre. D'accord. Je sais pas si on aura le temps, comme on a un invité supplémentaire. Tiens, je vais mettre un peu. Maintenant, là, vers à 9h, il doit être. J'ai demandé à Bruno, me fait l'ouvert. Fait le portier, oui. Tiens, je vais passer un peu de métal aujourd'hui. D'accord. Bruno, tu vas partager le micro avec moi? Tu vas partager le micro avec moi? Avec plaisir. Là, on va le faire. Oui, bien. Voilà. Je note. Bonjour Christophe. Parce que j'ai oublié ma feuille. Salut. Ça va bien? Je viens te voir après. Bonne année. Joyeux Pâques. Ah, presque, hein? Dans moins d'un mois, c'est Noël, vous avez oublié Oui. ou pas? Pas du tout. Vous avez fait vos enquêtes, là? Ouais, moi j'ai fait ma lettre. Entre les gilets jaunes, vous avez pu quand même récupérer... C'est grave, hein, le coup des gilets jaunes. Là, j'y étais, vous m'avez vu? Bah, bien Ah sûr, oui. Vous avez vu la vidéo? cassé. Ouais, non, mais j'étais sur les champs parce que j'avais rendez-vous avec Disney. C'était sur les champs à filmer. T'as vu la... Mais si tu l'as vu, ma vidéo? C'est vous qui avez filmé? Oui, oui, c'est moi. C'était pour vous montrer un petit peu Ils sont pas là l'ampleur. Francky veille. D'accord, Il prend son café, il prend sa clope. très bien. C'est dommage parce qu'il y a des gens qui sont venus là pacifiquement, des retraités et tout. Pour Tu veux jouer de l'autre côté? Ouais. Nos droits. Oui, parce que moi je Pour les reste à plus côté jeunes du. plus tard, et puis tu vois quelques Ah oui. personnes qui s'amusent à... Bah justement, je vais annoncer les chiffres des baisses de chiffre d'affaires annoncées dans mes infos. J'ai pas bien vu, j'ai vu derrière le Oui, j'étais là-bas, des films casse-noisette avec des enfants. À un moment donné, à la sortie, ne passez pas sur la droite, mais partez plutôt sur la gauche. Vous étiez avec votre fils? Non, 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 j'étais avec des enfants pour l'avant-première de Casse-Noisette, des studios Disney. Il l'avait pas annulé. J'y suis allé démarre, j'y crois pas une seconde qu'il joue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis 7 heures. C'était la matinale. Maintenant, place à votre émission du lundi au vendredi, le bar de l'économie, à partir de maintenant jusqu'à 10h30 avec différentes thématiques. Et puis nous parlerons notamment du salon de la création et reprise d'entreprise à Plaine-Vallée qui aura lieu aujourd'hui à l'hippodrome d'Anguin-Soisy à partir de 14h. Et pour nous en parler, nous donner un peu plus de détails, le maire de Soisy, ce moment-ci, sera avec vous, Lux Traiano. Et puis d'autres invités pour nous parler économie, nous parler de l'actualité du moment et de plein d'autres sujets. Merci Florence Sueur, c'est à vous maintenant. Bonjour, bonne émission. Merci. Ah ben, il m'a éteint le micro. Allez, c'est parti. Et voilà. Allez, Prendre l'enregistreur. bonne émission, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute l'équipe du bar de l'économie est ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec Philippe à la technique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des TPE qui constituent 95% des entreprises françaises. Et pour cela, j'ai à mes côtés Philippe Ingold. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en marketing après avoir occupé différentes fonctions de marketing justement dans les industries de la grande consommation, que ce soit alimentaire, entretien ou cosmétique. Vous avez créé votre propre entreprise, c'est Promo Research, spécialisée dans le conseil aux techniques commerciales. Et avec vous, on va parler de la promotion à l'heure du digital et vous nous expliquerez aussi bien la manifestation que vous organisez le 11 décembre à Paris. Voilà, à vos côtés également Isabelle Beignet et Didier Hoffmann. Je vous dis bonjour à tous les deux en même temps.
Bonjour. Ils me répondent d'ailleurs ensemble. Merci. Vous faites partie du réseau Rivalis. Donc avec vous deux, bien sûr, on évoquera vos entreprises, mais on évoquera aussi ce qu'est le réseau Rivalis, qu'on connaît peut-être un peu moins. Et vous avez avec vous deux de vos clients. Donc j'accueille Agnès Lachenal. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé Macae, c'est de l'événementiel d'entreprise. Vous avez créé cette start-up, on peut dire, puisqu'elle date de juin 2015. Vous êtes presque au bout du mot, justement, start-up, puisqu'on considère qu'il s'agit de 3 années d'existence. Et puis enfin, à vos côtés, Sandrine Boutet, bonjour. Bonjour. Vous avez créé la SARL IDEO, c'est de la communication visuelle. Et par contre, vous, la petite particularité, c'est que vous avez été sous couveuse, comme vous dites. Et vous nous expliquerez d'ailleurs ce qu'est une couveuse par rapport à un incubateur, comme on dit aujourd'hui, et qui vous a aidé et comment. Et puis on attend bien sûr Luc Straiano, qui doit être dans les embouteillages, le maire de Soisy-sur-Montmorency, qui est aussi président de Plaine Vallée, la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency. Il est aussi vice-président du conseil départemental et président du conseil d'administration du SDIS, c'est-à-dire les pompiers. Et puis il est vice-président du syndicat des eaux d'Île-de-France depuis 1995. Politiquement, il est membre des Républicains. La ville de Soisy se situe dans la vallée de Montmorency, à 12 km, 12-15 km au nord de Paris. Elle s'étend sur 3 km aux environs des rives du lac, au sud, et à l'orée de la forêt de Montmorency, au nord, sur les coteaux. Et on compte environ 18 000 habitants à Soisy-sur-Montmorency. D'ailleurs, on appelle les habitants les Soiséens. Ensemble, on évoquera avec Luc Straiano l'actualité du salon de la création et de la reprise d'entreprise qui est organisé justement par la communauté de communes Plaine Vallée. Voilà, tout de suite, on passe à l'info et je passe le micro à Bruno Vigoureux qui vient d'entrer dans nos studios pour le débrief sportif du week-end. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Mais quelle horreur ce week-end. Un week-end vraiment bien moisi, bien triste, bien moche, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Rien de réjouissant dans cette grisaille ambiante. Pas le moindre petit frisson qu'on attend quand on est bien calé au chaud dans son fauteuil. Non, ce week-end n'avait vraiment rien pour lui, rien pour plaire. Vous voulez des détails, Florence? Vraiment? Bon, la finale de la Coupe Davis devait être une fête. La France à Lille défiait la redoutable Croatie avec une folle idée en tête, essayer de conserver le titre remporté contre la Belgique au même endroit l'an dernier. Pour le dernier match de Yannick Noah en tant que capitaine, le challenge paraissait quand même fou, car la Croatie alignait 2 joueurs classés parmi les 15 meilleurs mondiaux. Mais on voulait y croire, ou du moins on se forçait d'y croire. Mais le sport de haut niveau peut être sans pitié et ne fait pas forcément dans la rêverie. Ceux qui devaient gagner ont gagné, les Croates Ilic et Goric ont balayé nos Français, Chardit, Tsonga et Pouille, alors que le double, Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert, faisait le taf en s'imposant. À l'arrivée, une défaite froide, 3-1, implacable, qui n'a laissé aucune place à la poésie. Mais cette défaite de l'équipe de France, c'est aussi celle du tennis, qui a décidé de tourner le dos à 118 années de folie, de tension, de renversement de situation. Car cette finale de la Coupe Davis était aussi la dernière dans cette formule. Les matchs dans une ambiance de folie, avec des combats de dingue en 5-7, des joueurs qui allaient chercher au plus profond d'eux-mêmes des ressources qu'ils ne soupçonnaient même pas, des scènes d'hystérie collective, de détresse profonde, tout cela n'est plus qu'aujourd'hui que des souvenirs. Désormais, ce sera des oppositions entre 18 équipes réparties en 6 poules de 3, sur terrain neutre, le tout réuni sur une semaine. Circulez, il n'y a plus rien à voir, la Coupe Davis est morte. Non, il ne faisait vraiment pas bon porter le maillot de l'équipe de France ce week-end. On croyait qu'en rugby, le 15 de France avait déjà atteint plusieurs sommets dans le ridicule en accumulant les échecs. Après la victoire contre l'Argentine la semaine dernière, on pensait que les Bleus allaient repartir du bon pied. Mais non, à la première occasion, ils se sont vautrés lamentablement en s'inclinant samedi contre les Fidji 21-14, les Fidji qui n'avaient jamais battu les Bleus de toute leur histoire. Cette fois, les hommes du Pacifique avaient tout ce que les Français n'avaient pas, la fraîcheur, la lucidité, l'envie et, disons-le aussi, l'intelligence pour gagner un match. Cette équipe de France ne fait même plus pitié, ne fait même plus rire, en tout cas, elle ne fait plus rien. Tout le monde s'en fout. La preuve, il n'y avait que 42 000 spectateurs au Stade de France, dans un stade pouvant en contenir pratiquement le double. Voilà, Florence, comment se termine cette triste chronique d'un triste week-end pour les équipes de France. Heureusement, tous les week-ends ne sont pas comme ça, ce serait à désespérer. Non, je n'ai aucun doute. Vivement le week-end prochain, il va se passer plein de belles choses.
Enfin, je l'espère. Au revoir et à bientôt. Merci Bruno. Oui, espérons que ça aille mieux pour la semaine prochaine, en tout cas le week-end prochain. Alors tout de suite, on va faire une petite pause musicale, une jolie pause en jazz, et on revient pour les infos du jour, comme d'habitude. Voilà, comme ça permet à Luc de s'installer. Bonjour Luc, ça va? Oui, comment ça? Ah bon, je vais vous faire Merci beaucoup Bruno. Je t'en prie. À jeudi. Ouais, à jeudi. Bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça c'est si catastrophique que ça, le sport? Ah oui, complètement, oui. Bah, Davis, on a tout perdu. Ah oui, on a pas... Ah oui. D'ailleurs, j'ai entendu, je pensais que tu allais parler du fait qu'ils nommaient un spécialiste du foot à la tête de... Oui. J'ai entendu dire au niveau du tennis, Yannick Noah est furieux. Je pensais que tu allais parler de ça, moi. C'est Mauresco qui remplace. Non, c'est pas ça. Je sais plus, faut que tu cherches. Cherche, parce que Yannick Noah, je l'ai entendu s'exprimer, il est furieux parce qu'au niveau de... Alors, je sais pas si c'est la fédération Salut le bout de la table. du tennis, je sais pas. Regarde-moi. Monsieur le maire, si on se trompe pas, c'est ça? C'est ça. Vous étiez annoncé. Alors, je t'ai déjà introduit. Hein. J'en ai de la chance, oui. J'ai déjà dit tout ça. D'accord, ouais, ouais. Complètement à poil, quoi. Bon, très bien. Ok. Ouais. Ok. Les vieux cumuleurs. Non, mais j'ai pas tout dit, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Il y en a trop. Espèce en voie de disparition. Ouais, ah bah, absolument. Tu veux parler de ça? Non, non. Plus tard, on en refera une si tu veux. Bah, parce que je sais pas, apparemment la semaine dernière, les maires, il y avait, enfin moi j'étais déjà au courant de l'étude, mais 50%, soi-disant 50% ou 40% des maires ne veulent pas se représenter. Même, bon, alors c'est surtout les petites communes, mais même dans les grandes communes, je ne trahirai aucun secret, mais il y aura des surprises dans le département. Ah bah de toute façon... La vie familiale pose des problèmes de plus en plus. Bah oui, pour les jeunes, la jeune génération, ils veulent plus. Ils y goûtent et puis ils disent merde, c'est ça? Ah mais merde, on n'avait pas compris. Hein. Bientôt. On y va, allez. Au bar de l'économie, c'était donc le trio A d'Aaron Goldberg, un magnifique trio en jazz, je vous le conseille si vous ne connaissez pas, et voilà donc un extrait de son jeu de piano. Allez, on continue avec les infos du jour, et notamment je vais vous parler bien sûr des Gilets jaunes, car comme vous le savez, eh bien, ils ont manifesté violemment ce week-end. En fait, les Gilets jaunes... eh bien, ils ont fait face aux violences soi-disant menées par l'ultra-gauche, d'après des jeunes qui n'étaient pas fichés, ni donc non inconnus des services de police, des jeunes de 25 à 30 ans. En tout cas, au niveau économique, ce qui est grave, ce sont les pertes de chiffres annoncées, qui seraient de 30 à 50% après le bilan donc, des 2 semaines écoulées. Un exemple, sur les 2000 points de blocage, eh bien, manque d'approvisionnement et de marchandises non livrées pour les entreprises. Et comme je vous le disais, un exemple, c'est celle des pièces de rechange pour Renault qui n'ont pas été livrées à Sochaux. Et Peugeot, c'est le groupe Peugeot, a mis au chômage technique 1600 personnes. Autre exemple, c'est 600 tonnes de clémentines bloquées sur les 2 semaines écoulées. Ou encore le groupe Armentieri qui a vu ses chutes de vente de moins 70%. Lux Traiano, une réaction peut-être sur tout ça? Alors, je crois que autant on peut comprendre l'exaspération de celles et ceux qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres, phénomène que l'on connaît bien aux États-Unis avec ce vilain mot de petit blanc, autant ces violences sont inadmissibles et on se demande comment d'ailleurs sur la plus belle avenue du monde elles ont pu se produire. Donc des interrogations. Autre info aujourd'hui, eh bien, c'est celle de la baisse du pouvoir d'achat que je vous l'annonçais donc selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques et de l'INSEE. L'étude porte sur les années de 2008 à 2016. Donc, bien sûr, les réformes socio-fiscales engagées sous les quinquennats de Sarkozy et de François Hollande, qui ont amputé le pouvoir d'achat, alors justement, de la classe moyenne d'à peu près 5 640 €, c'est précis, alors que pour les ménages les plus modestes, grâce aux revalorisations sociales, les Français les plus modestes ont gagné 890 € et les un petit peu moins que plus modestes ont gagné 450 €.
Est-ce que vous voulez réagir, Lux Rayano? Non, je crois que Chiffres ça, de l'INSEE. c'est quelque chose que l'on ressent bien dans nos permanences municipales, voire cantonales, c'est que nous avons des gens standards qui gagnent leur vie, mais avec des salaires qui sont des salaires un peu au-dessus de la moyenne, qui font attention à tout, qui économisent et qui me disent, Monsieur le maire, moi je suis trop riche pour bénéficier des aides, mais franchement j'ai du mal à finir et à joindre les deux bouts. Je paye mes impôts, je paye mon loyer, à la fin du mois il ne me reste pas grand-chose, et contrairement à ce que l'on entend à la radio, à ce que l'on voit à la télévision, bah, ça ne s'arrange pas pour moi et ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est un phénomène qui est très inquiétant parce que vous savez qu'une société développée, elle se reconnaît à la bonne santé de sa classe moyenne. Les sociétés sous-développées, c'est une petite caste de très riches et une multitude de petits pauvres, et quasiment pas de classe moyenne. Et une société développée, c'est une pyramide parfaite, avec bien sûr une élite, et puis une classe moyenne très très importante, et si possible, le moins de pauvres possible. Il y a toujours des accidentés de la vie, on souhaite que ce soit des périodes transitoires, mais ce qui fait une société, développer une société où on vit bien, une société qui progresse, c'est la qualité et c'est la santé de sa classe moyenne. Alors, est-ce que le prélèvement à la source ne leur fait pas peur à partir de l'année prochaine? Est-ce qu'ils n'envisagent pas Alors, une le chute prélèvement à la source, c'est toujours pareil. On peut le regarder d'un côté optimiste en disant finalement ça va revenir à mensualiser les choses, donc ça va étaler les dépenses et ça va aider celles et ceux qui ne gèrent pas très bien leur budget à mieux le gérer. Ils n'auront plus la surprise du troisième tiers qui des fois enfle de manière surprenante. D'un autre côté, après nous avoir assuré, je crois que les Françaises et les Français ont appris à être méfiants. C'est dommage, mais vis-à-vis de ce que leur raconte l'État, et les collectivités peuvent se passer au premier rang de cela d'ailleurs, après leur avoir dit que tout allait être très simple, qu'ils n'avaient rien à faire, maintenant on sait très bien que de manière discrète, les services des impôts, qui soit dit en passant, ont eux véritablement subi la réduction des effectifs. Enfin, s'il y a un service d'État qui a subi la réduction des effectifs, c'est bien celui-là, ça on peut l'attester. Ils nous disent quand même qu'on n'est pas sûr que ça va être très au point, il faudra quand même que vous vérifiez. Alors ça, effectivement, ça fait naître une inquiétude chez nombre de Françaises et de Français. Vous avez raison, Florence, de le souligner. Merci Lux Rayano. Alors on continue dans les infos. Vendredi, je vous parlais de la révolution du commerce en vous donnant deux exemples, celui d'IKEA et celui du groupe Casino. Je vous ai promis de vous parler aujourd'hui du groupe Monoprix. Et bien voilà, c'est Monop Easy qui supprime lui aussi le passage en caisse. Donc dans la même veine que ses concurrents, il souhaite qu'on charge une application mobile pour réduire les files d'attente. Donc, il va proposer au client de scanner lui-même les codes barres des articles en magasin avec son smartphone et puis de payer en un clic une fois ses courses terminées, la carte bancaire étant enregistrée dans l'application mobile de Monoprix pour être débitée plus facilement. Une fois le paiement en magasin effectué dans le rayon, le client peut alors sortir librement du magasin. Une vérification peut être réalisée, bien sûr, par le personnel à la sortie du magasin. C'est une manière de conserver un lien humain entre l'enseigne et ses clients, dit Monoprix. Alors, Monoprix estime que c'est aussi pour concurrencer l'offre d'Amazon Go. Donc on verra si ça plaît à ses clients les plus fidèles, puisque c'est un test qu'ils sont en train de mener en ce moment avec ses clients les plus fidèles. C'est une réflexion qui pourrait faire son chemin, car 43% des Français déclarent qu'une file d'attente réduite pour un achat rapide en magasin améliorerait leur expérience d'achat. Et d'ailleurs, certains, quand ils voient qu'il y a la queue, eh bien, ils reposent tout et ils s'en vont. Autre info du jour, c'est Médoucine, c'est ce site internet spécialisé dans la prise de rendez-vous pour les médecines douces qui annonce une levée d'1 million d'euros réalisée notamment auprès d'Aber d'Assofinance. Médecinedouce.com a été fondée en 2016 par Solange Arnaud. C'est une polytechnicienne passionnée par le monde de la santé dans lequel elle travaille depuis 10 ans et le site emploie déjà plus de 10 personnes. Les thérapeutes sont donc sélectionnés par l'entreprise et ils délivrent des soins comme pour le stress, le sommeil, la fatigue, la douleur, des maux de dos, les allergies, etc. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, eh bien contactez Médecine Douce.
Et puis enfin, dernière info du jour, c'est celle qui concerne justement Lux Traiano, maire de Soisy-sous-Montmorency, qui est là avec nous aujourd'hui, qui est aussi président de la communauté d'agglomération Plaine Vallée. C'est le salon que vous avez créé. Lux Traiano, c'est le salon de la création et de la reprise d'entreprise qui s'organise cet après-midi de 14h à 20h30 à l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Alors qui attend les visiteurs cet après-midi à l'hippodrome? Bon, déjà, quand vous dites que j'ai créé, vous êtes... Non, c'est tout un ensemble, c'est une équipe. D'abord, l'agglomération de la vallée de Montmorency, 8 communes. Ensuite, Anguin nous a rejoint, la bonne ville d'Anguin. Puis maintenant, compte tenu des lois qui régissent la nouvelle organisation territoriale de la République, c'est quand même un titre ambitieux, nous avons été condamnés à grossir et à passer au XXL. Et donc maintenant, nous sommes 18 communes. Mais vous avez raison de dire que notre agglomération... c'est un peu dans son ADN, c'est un peu sa raison de vivre. Ce qui a fait que nous nous sommes regroupés dès le 1er janvier 2002, c'était bien sûr ce qu'on appelait d'une manière un peu triviale la carotte chevènement, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'on se rassemble pour qu'il y ait 6 millions d'euros qui tombent dans nos caisses. Bon, 6 millions d'euros par an pour 8 communes, c'était toujours bon à prendre. Ça nous a permis de nous équiper en vidéoprotection, ça nous a permis de réaliser l'espace nautique La Vague. Tout ça a été plutôt bien. Mais ce qui a fait que nous nous étions regroupés, c'était effectivement le développement économique. C'était d'abord un constat, c'est que sur nos territoires, 8 actifs sur 10 travaillent à l'extérieur du territoire. Et on a ce mouvement pendulaire des personnes qui le matin prennent soit leur voiture, parce que ce qui distingue un habitant de la seconde couronne par rapport à un habitant de la première couronne ou de Paris intramuros, c'est bien la facilité de se déplacer par les transports en commun. Nous sommes beaucoup moins vernis, même si à Anguin, on est un peu privilégié avec une gare qui quand elle fonctionne, a un train aux heures de pointe quasiment toutes les 5 minutes, et c'est très appréciable. Et donc, nous sommes partis du raisonnement que, vous savez, nous les maires, on est un peu jaloux de notre territoire, mais on a quand même vite compris que si nos habitants pouvaient aller habiter dans la commune voisine ou dans la commune un peu plus éloignée, ce serait beaucoup mieux que de faire 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi, le soir, pardon. Et donc, nous nous sommes regroupés là-dessus. Et donc, nous attendons à cette manifestation. Eh bien, nous la co-organisons. Vous savez, nous, on est un peu des catalyseurs. On est bien conscient que tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et que lorsqu'on se réunit, on arrive à faire mieux et à faire plus. Et donc, nous sommes avec le réseau Entreprendre Val d'Oise, les agences Pôle emploi du territoire, plus spécialement celle de Montmorency, puisque le salon est dans son rayon d'action. Nous sommes avec le soutien financier de la Caisse des dépôts et le commissariat général à l'égalité des territoires, qui est censé agir dans le cadre des communes qui bénéficient, entre guillemets, de la politique de la ville. Nous avons bien sûr le soutien technique de la ville de Soisy. C'est la règle dans notre agglomération. Lorsqu'une manifestation se passe sur le territoire d'une commune, notre agglomération, c'est surtout de la matière grise. Ce n'est pas des moyens techniques, donc c'est la ville qui assure le support. Et puis la chance d'avoir le partenariat avec ce bel équipement que nous partageons avec Anguin, du moins par le nom, qui est l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Et puis le club d'entreprise inactive, qui est celui qui est issu de la fusion des 2 clubs d'entrepreneurs qui y avait naguère dans la CCOPF, Communauté de communes Ouest Plaine de France, et celui de la vallée de Montmorency. Alors pourquoi organisons-nous cette manifestation résolument tournée vers la création et la reprise d'entreprise? Eh bien, c'est tout simplement pour informer à la fois les créateurs ou les repreneurs sur tout ce qui existe déjà, et qui peut les aider dans leur parcours de création, avec notamment la promotion du dispositif régional Entrepreneur Leader. Même si nous avons quelques difficultés avec la région, dont on a l'impression qu'elle a pris l'état de l'État, qui s'applique tous les jours à casser ce qui fonctionne. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif donc, que vous venez d'évoquer? Eh bien, ce dispositif, il est tout simplement une manière de faire bénéficier de l'expérience de ceux qui savent et de ceux qui ont fait à ceux qui veulent faire et qui ont besoin de savoir. Et donc, ce sont des échanges, des témoignages, des partages d'expériences entre les porteurs de projets, ceux qui viennent, et puis des dirigeants d'entreprise en activité ou encore des membres des clubs d'entrepreneurs, enfin du club d'entrepreneurs que je viens de rappeler. Donc nous aurons à ce salon une vingtaine de partenaires aux côtés du service très dynamique du développement économique de notre
agglomération. Vous savez que on compte chaque année 1800 créations d'entreprises sur nos 18 communes. 1800 créations d'entreprises. 1800 créations 1800 d'entreprises créations. sur les Dont 18 agglomérations. 1200 sont des monocréations, des auto-entrepreneurs. Nous en suivons, alors en principe ce sont les plus importants. Notre service développement économique en suit environ 300 par an. Et nous avons une issue favorable dans 80% des cas. Quand on appelle issue favorable, c'est soit qu'effectivement le fruit s'est bien présenté et puis que l'entreprise a été créée, soit la personne a trouvé qu'il était finalement plus raisonnable d'aller faire valoir ses talents dans une entreprise existante, ou alors c'est une formation complémentaire qui lui permettra plus tard de créer l'entreprise dont il rêve depuis longtemps. Voilà, et c'est un joli... Mais effectivement, le chiffre surprend, 1800 créations d'entreprises sur nos 18 communes, sur 183 000 habitants, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Alors, justement, vous parliez du réseau, donc, du service de développement économique à l'intérieur de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Et parlez-nous un petit peu de ce service et qu'est-ce qu'il fait, combien d'entreprises aide-t-il, comment peut-on le contacter pour se faire aider? On a mis en place un numéro. Alors, vous savez, c'est très très simple, mais c'est une longue histoire. Mais nous avons un numéro vert pour la création d'entreprise. Et donc, nous avons un guichet unique et puis nous faisons, on est un peu les aiguilleurs, pas du ciel, mais les aiguilleurs sur le parcours du combattant. Même si créer une entreprise est assez facile aujourd'hui, la créer, c'est facile pour les statuts. La faire fonctionner véritablement sur le terrain économique, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là que nos services viennent en aide. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 permanents qui s'appliquent à mettre en relation ces personnes qui veulent créer leur entreprise ou qui l'ont créée et qui rencontrent des difficultés avec des associations, initiatives, etc., qui, eux, ont le savoir. D'accord, et du coup, vous aidez, il y a je crois, plus de 200 entrepreneurs, me semble-t-il, au sein de ce pôle d'activité économique, qui peuvent venir bénéficier et même travailler. Ils peuvent bien sûr bénéficier de nos services, nous sommes là pour ça, puisque c'est une action gagnante-gagnante. C'est encore une fois, quand on est dans un bassin de vie où 80% des actifs travaillent à l'extérieur, alors à côté de cela, je devrais dire que notre agglomération s'est appliquée avec les moyens qui étaient les siens, de créer 2 zones d'emploi importantes, les Monts du Val d'Oise, où 1000 emplois à haute valeur ajoutée sont attendus, et puis le parc technologique de Montmagny, où nous avons signé un partenariat avec Paris 13 pour le pôle scientifique de cette université, qui fonctionne bien. Nous avons créé une pépinière d'entreprises qui fonctionne presque trop bien, et la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de garder les entreprises, les pépites que nous avons découvertes, contribuer à faire croître, et puis qui souvent vont s'installer ailleurs pour différentes raisons. Pourtant, nous avons des atouts. Et je crois que de plus en plus, l'entreprise choisit un lieu où la personne qui travaille pour elle se trouve bien, où il y a un bon système éducatif, où il y a un pôle d'excellence culturelle et sportif, où il y a un environnement appréciable. Moi, j'ai été très frappé. C'était vendredi soir, je faisais la réunion annuelle d'accueil des nouveaux Soiséens. Et ce qui les frappe le plus, alors bien sûr, la ville est propre, la ville est fleurie, etc., etc., la mer est formidable, enfin bref, j'en passe, et des meilleurs. Mais ce qui les a le plus bluffés, c'est la proximité de la forêt de Montmorency. Pour un Parisien intramuros, le fait de pouvoir aller s'aérer dans la forêt de Montmorency à portée quasiment de vélo électrique, parce qu'il y a quand même quelques côtes, c'est une révolution. Et donc nous sommes très soucieux de cette maladie de l'encre. Je pense que vous en avez fait l'écho sur votre antenne, qui est en train de nous abîmer beaucoup cette forêt de manière assez effrayante. Donc tout ça pour vous dire que les services de l'agglomération sont connus et reconnus. Et nous avons, je peux le dire, c'est pas parce qu'on appartient à la même église ou à la même chapelle qu'on n'a pas des différences dans nos points de vue. Nous faisons un bras de fer avec la région qui veut tout régenter. Alors justement, vous disiez, elle casse tout. Elle casse tout. Que veut-elle casser ? Eh bien, elle dit, moi je me suis chargé du développement économique et de l'emploi, donc je vais faire des appels à initiative,
Et puis, tous les groupements, associations qui veulent un peu de financement de la région, et ben, ils n'ont qu'à venir vers moi. Et puis, les agglomérations, si elles veulent abonder, mais n'ont plus leur mot à dire. Voilà. Donc, je me suis fendu d'une très belle lettre de 3 pages, peut-être qu'elle a été trop longue pour qu'elle soit complètement lue, d'une très belle lettre de 3 pages à Valérie Pécresse, à la présidente de la région. Mais je n'ai pas encore eu de réponse, mais je la vois pas cette semaine, la semaine prochaine. Bon, alors, vous reviendrez nous dire. Des subventions pour mon espace culturel, ça va être encore un numéro d'équilibriste, mais enfin, on va le faire. Donc vous reviendrez nous dire ce qu'il va se passer oui, je vous dirai et à quelle sauce vous saurez. Voilà, à quelle sauce vous saurez manger. On va revenir au salon donc qui démarre cet après-midi. Donc on va rappeler l'adresse, c'est l'hippodrome d'Anguin, place André Foulon, l'hippodrome d'Anguin-Soisy, 95 230 à Soisy-sous-Montmorency. Je répète, place André Foulon de 14h à 20h30 pour tous les porteurs de projets ou même si vous avez besoin de solutions de financement. Je crois qu'il y a des speed meetings qui sont organisés. Vous savez tout. Il y a des rencontres donc avec des chefs d'entreprise qui partageront leurs expériences, j'imagine. Et puis les professionnels de l'économie de Plaine-Vallée qui seront là également. Et puis il y a 2 entreprises qu'on a particulièrement accompagnées qui sont à l'honneur. Mais là c'est une surprise donc je ne vais pas la dévoiler. Mais dites-nous tout maintenant. Non, comme ça vous viendrez. Bon, ok, je viendrai voir et je ferai le compte-rendu demain, d'accord, pas de souci. Merci beaucoup Lux Triano. Alors je pense que nos intervenants d'aujourd'hui vont vouloir réagir également, puisque aujourd'hui c'est un spécial TPE, et notamment avec Didier Hoffmann qui fait du conseil auprès justement des TPE. Vous présidez Actis. Alors, que pensez-vous de ce que vient de dire Lux Triano sur justement tous les porteurs de projets ? Moi, je suis très heureux de ce que je viens d'entendre et je voudrais saluer ce genre d'initiative parce qu'effectivement, ce qu'on voit sur le terrain, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce qu'est mon métier et ce qu'est le réseau auquel j'appartiens, mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est beaucoup de porteurs de projets qui ont une idée. Heureusement qu'ils ont cette idée, elle est géniale, c'est ça qui va les porter, c'est ça qui va leur permettre de se lancer. Malheureusement, voilà, ils n'ont pas tout ce qui est autour qui va leur permettre de structurer le lancement de cette idée, le développement de cette idée, et ça passe par un développement commercial, et ça passe aussi et surtout par un développement en termes de gestion, d'organisation de l'entreprise, de modèle économique à valider, à construire. Et quand j'entends effectivement des initiatives de cette sorte, je ne peux que m'en réjouir. Il y a malheureusement encore beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui en France qui disparaissent alors qu'elles avaient une bonne idée, alors qu'il y avait un dirigeant ou une dirigeante qui était hyper investi dans son travail au quotidien et qui n'a pas pu être accompagné, qui n'a pas su se faire accompagner pour, je dirais, structurer et pérenniser en fait sa démarche. L'idée est fondamentale, mais il ne suffit pas. Il faut, autour de ça, poser un cadre, mettre en face un certain nombre de chiffres, organiser tout ça. Le fameux business plan. Et pas que, ça va pour moi bien au-delà du business plan. Ouais. Le business plan est salvateur quand il y a un besoin d'investissement, parce qu'au moins ça fait aux dirigeants se poser un certain nombre de questions, mais tous ceux qui n'ont pas forcément besoin de passer par la case recherche de financement se lancent souvent sans même cette partie de réflexion, et c'est ça qui manque. Je prends souvent l'exemple du dirigeant à qui je demande s'il a un objectif pour son année en cours. La réponse, vous venez de l'animer, monsieur le maire, je vous en remercie, mais elle est exactement celle qu'on vit au quotidien, c'est un silence. Donc c'est non, ça veut dire ? Non. Et à ce moment-là, je leur dis, écoutez, on va monter dans votre voiture, vous allez vous asseoir au volant, je vais me mettre à votre droite, et puis je vais vous dire, on y va. On va vous répondre où ? Et on me répond où ? Et là, je leur dis, mais pourquoi est-ce que dans votre voiture, il vous faut un objectif, et pas dans votre entreprise ? Donc il faut commencer par ça. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Et c'est après qu'on va pouvoir mettre en place le cadre, l'organisation, la structure qui permettra d'atteindre cet objectif. Même quand les sociétés font du service, vous voulez dire qu'elles n'ont pas d'objectif, en fait, ils ne savent pas très bien... En fait, le dirigeant d'entreprise, il est démuni, il n'a à sa disposition en général que 2 indicateurs. Il a son compte en banque, dans lequel il y a la TVA, déjà. Donc, c'est pas tout ça n'est pas à lui. Donc, vous voulez dire qu'il confond le chiffre d'affaires et le bénéfice final de ce qu'il reste, c'est ça que vous voulez dire ? Carrément ? Oui, je n'irai pas forcément jusque-là, mais en tout cas, voilà, il voit une somme d'argent qui lui paraît être à sa disposition, et puis il a éventuellement son chiffre d'affaires. Voilà. Mais c'est tout.
Et en fait, c'est pas mis en rapport avec des charges, c'est pas mis en rapport Ah ouais, avec des niveaux de marge, c'est pas mis en rapport avec des masses salariales qu'il faut rémunérer. Et donc nous, on doit, pardon de vous couper la parole, mais je Lux crois Traiano. que nous devons faire, nous, des super business plans, parce que les business plans que je vois à l'agglomération Plaine-Vallée et Forêt-de-Montmorency, en baseline de la Forêt-de-Montmorency, c'est sur 3 ans, c'est avec des objectifs. C'est bien sûr avec des financements, avec des prêts à taux zéro s'il y en a besoin, et puis des objectifs chaque année, et puis même des courbes où on voit s'il va y avoir des embauches de personnel ou pas. Donc nous, ce qu'on appelle un business plan, c'est ça. C'est un développement sur 3 ans, et effectivement, où, quand, comment, pourquoi. Non, mais c'est pour ça que je saluais votre initiative. Je trouve qu'effectivement, c'est ce qu'il faudrait pour chaque entreprise. Et aujourd'hui, même si j'approuve à 200% le genre de démarche que vous mettez en place, malheureusement, elle ne profite qu'à un trop petit nombre d'entrepreneurs, puisque nous, ce qu'on rencontre au quotidien, c'est des gens qui se sont lancés sans tout ce travail. La vraie valeur ajoutée, alors bien sûr, ce sont nos services, mais la vraie valeur ajoutée, ce sont ces responsables d'entreprise, souvent il y en a en activité, mais il y en a une petite moitié qui est retraitée, qui s'emmerde un peu, il faut le dire, et qui mettent bénévolement, volontairement, leur savoir-faire à disposition. Vous allez voir cet après-midi, là, il va y avoir des rencontres entre la sagesse et la fougue. Et c'est en général ce qui fait les bons produits. Voilà, donc il faut aller au salon pour voir tout ça. Donc je rappelle que c'est à l'hippodrome Enghien-Soisy. Allez, tout de suite, on va faire une pause musicale. Je vous propose Georges Ezra avec Shotgun. Et puis on revient ensuite parler TPE avec nos invités du jour. Alors, on va changer de sujet. Philippe, on va te passer la parole. C'est de la musique. Non, là, on est entre nous. Vous pouvez parler. C'est combien de temps? Un quart d'heure. Ça fait combien d'éditions que vous organisez ce salon? Alors, on faisait emploi et création d'entreprise, c'est la 7e édition. Ouais. Et on a un espace dédié à la création d'entreprise à Soisy, dans l'ancienne gendarmerie, l'avenue Kellerman, où on a une personne en permanence. Et puis, je vous dis, nous, on n'essaie pas de faire les choses à la place des autres. On est conscient que, bon, on a fait un peu de benchmarking, on a regardé un peu ce qui se passait autour de nous. On sait qu'il y a des gens qui savent faire des choses très bien, donc on les dirige vers ces personnes-là. Oui, c'est de l'accompagnement, c'est pas de faire à la place. La mise en relation, de l'accompagnement. Ah oui, c'est 80% de notre action, c'est ça. C'est le rôle de la force publique, je dirais. Alors, au moment où on a initié ça, c'était avant la réforme de la taxe professionnelle, donc on espérait un retour financier beaucoup plus important que celui qu'on a aujourd'hui. Bon, mais enfin, vous l'avez par l'emploi, par le non, on l'a en considérant, je vous dis, attendez, 8 actifs sur 10 qui part à perpète travailler, je veux dire, ça ne peut pas durer. C'est pour ça que nous nous battons, l'excellent maire d'Enghien comme moi d'ailleurs, contre le fait qu'on veuille nous faire construire des logements. On est déjà résidentiel. Alors, dortoir diront les mauvaises langues. Nous, dès qu'on peut faire du développement éco, on fait du développement éco. Hein. Bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en termes de compétences, c'est compliqué, parce que je sais qu'il y a des communes, je ne sais pas si c'est le cas de la vôtre, qui ont cette compétence. Au niveau des mairies, on a souvent encore un besoin d'affaires économiques, et puis à la région, enfin... Oui, mais vous savez, je ne devrais pas vous dire. On va y retourner, hein. Voilà, au bar de l'économie, c'était donc Georges Ezra avec Shotgun. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lux Traiano, maire de Soisy-sous-Montmorency, de Philippe Ingold, conseil en marketing, d'Isabelle Beignet qui dirige Abigex, de Didier Hoffman qui lui dirige Actis, d'Agnès Lachenal qui dirige Macaé et de Sandrine Boutet pour la SARL IDEO. Alors tout de suite, on va passer la parole à Philippe Ingold. Donc je vous exposais depuis vendredi la révolution du commerce avec l'outil numérique et justement ça tombe bien, avec Philippe Ingold, on va parler de la promotion à l'heure du digital. Alors Philippe, vous organisez le 11 décembre des conférences justement sous ce thème. Expliquez-nous un petit peu l'objectif. Alors l'objectif c'est de donner aux intervenants, aux acteurs industriels et distributeurs
les prestataires de services également, des clés de compréhension du digital dans le monde commercial d'aujourd'hui. Alors, cette manifestation, elle aura une quinzaine d'intervenants. On a notamment, par exemple, des gens comme Google et Facebook, mais aussi d'opérateurs traditionnels, beaucoup de start-up, et puis aussi des témoignages avec des enseignes comme Auchan et Casino, par exemple. Donc, journée effectivement très très riche. Alors, revenons un petit peu aux sources de la... En général, alors la promotion des ventes, c'est quelque chose que vous connaissez bien en tant que consommateur, c'est-à-dire que vous faites vos courses dans les hypermarchés, j'imagine, et puis vous êtes en permanence confronté à des offres commerciales. Alors, on va essayer de redéfinir un peu tout ça. Donc, la promotion, c'est quoi? Ce sont des techniques commerciales qui apportent un avantage temporaire au consommateur afin de modifier son comportement, principalement son comportement d'achat. Donc c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps, depuis la fin du 19e siècle. C'est Casino qui se revendique le créateur. Ah, c'est Casino le créateur de la promotion? En 1898. D'accord. Oui, alors historiquement, comment ça s'est passé? C'est tout d'abord les enseignes qui ont développé effectivement des systèmes commerciaux plutôt dans le sens de la fidélité avec des systèmes d'accumulation de points. Alors peut-être que les plus âgés d'entre vous se souviennent des points Spar, des points COP. Ou des Félix Potin, je me souviens. Alors des primes. Alors à cette époque-là, par cumul, on obtenait des primes ou des ristournes. On peut appeler aussi du cashback si on veut être un petit peu moderne. Alors la promotion, c'est quoi globalement? Ce sont les réductions de prix et puis les ventes liées, tout ce qui est lot, qui apporte des bénéfices matériels, et puis ce sont également tout ce qui est concours, jeux et concours et primes. Donc qui apporte plutôt des bénéfices hédoniques de type plaisir. Alors on va plutôt se concentrer aujourd'hui sur les aspects matériels et concrets économiques avec les réductions de prix et prix au sens large. Alors je disais tout à l'heure, il y a une historique assez intéressante, c'est d'abord les enseignes qui ont mis en place des promotions. Et puis il y a eu une révolution en fait du commerce dans les années 50-60 avec le libre-service et le développement des hypermarchés. Et en fait, on s'est trouvé face à une offre qui était différente. Ce n'était plus un commerçant qui s'adressait à des consommateurs clients. Ce sont des marques qui s'adressaient à des consommateurs à travers un réseau de distribution, qualifié à l'époque un peu d'usine à vendre et sans accompagnement effectivement de l'acte commercial. Et c'est là effectivement qu'on a commencé à mettre en place des promotions fortes sur les prix. Donc ces promotions elles étaient véhiculées au point de vente par les têtes de gondole et les prospectus, qu'on appelle les prospectus, le catalogue que vous connaissez tous. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus, bien sûr, sur Internet. Alors, soit par des sites de commerce électronique. Je ne sais pas, vous avez peut-être fait vos courses de Black Friday pendant ce week-end. Donc là, c'est très très fort. Soit par des enseignes de distribution classique. Alors, maintenant, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, depuis disons les années 2000, la grande distribution a des problèmes de développement, donc une certaine saturation, et on assiste à une modification effectivement de ces offres. Alors les avantages prix deviennent considérables. On a des avantages qui vont jusqu'à 70%. Vous souvenez peut-être du psychodrame Nutella chez Intermarché en début d'année, qui a fait pas mal de bruit. Alors les consommateurs également, dans tout ça, ils perdent leur repère, 70%. Pourquoi? On ne comprend rien, quoi. Les prix, c'est pas ça. Ils deviennent donc chasseurs de prix, ils sont très opportunistes, très méfiants. Alors ils font aussi des comparaisons, c'est-à-dire qu'on est dans le conso-acteur, comme on dit quelquefois. Donc ils regardent les prospectus, ils regardent sur Internet, notamment pour les produits de consommation durable, et puis ils prennent des applis de comparatifs de prix qui sont faits par des organismes plus ou moins indépendants ou par des enseignes, et c'est pas rare de voir des gens qui comparent dans les magasins, ils regardent les prix, et puis ils regardent si c'est pas plus cher ailleurs, moins cher ailleurs plutôt. Et on assiste alors à un phénomène important aussi, c'est depuis, disons, les années 2000, on assiste à une généralisation des programmes de fidélité, alors je dirais plutôt de cagnotage, qui permet de suivre les achats des consommateurs. Alors 80 ou 90% de la clientèle est suivie par vos cartes Carrefour. Oui, les cartes fidélité, soi-disant. On pourrait qui sont plus vraiment des cartes de fidélité. Oui, alors il n'y a pas cartes d'identité. D'identification voilà. Du consommateur, et ça doit être très important par rapport à ce qu'on va dire maintenant sur le digital, c'est que, bien sûr, à travers tout ça, on va identifier le consommateur, mais identifier aussi ses achats, suivre ses achats, et pouvoir le faire des offres effectivement pertinentes. Alors, il y a aussi un élément qui intervient, c'est la loi Egalim. Alors, je ne sais pas si, monsieur le maire, vous avez un avis là-dessus. Alors qu'il y a d'autres objectifs. Alors, rappelez-nous la loi Egalim. Alors, la loi Egalim, c'est une loi qui a été votée
le 1er novembre dernier, hein, qui fait suite aux États généraux de l'alimentation qui a eu lieu en fin 2017 avec un objectif général qui était de mieux rémunérer les consommateurs. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Producteurs. Les producteurs, oui. Pas les consommateurs. Non, j'ai dit agriculteurs, je crois, non? Non, Ah, j'ai dit c'était consommateurs. les consommateurs. Pardon, oui. Donc, Ok. effectivement, la loi permettait de mieux rémunérer les agriculteurs. Alors, permet, enfin, c'est l'objectif. Hein, donc, C'est l'objectif. on voit que c'est assez compliqué. Alors, pourquoi on parle de promo là-dedans? Alors, en fait, c'est que les grands distributeurs sont accusés, alors de façon un peu simpliste, hein, de mal payer les produits agricoles et de prendre de fortes marges sur ces produits pour compenser des marges faibles sur les grands produits de consommation, vous savez, le Coca, le Nutella, etc., sur lesquels s'exerce un concurrence-prix. Hein. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans la validité, effectivement, de ce jugement. Alors, la loi, en fait, avec au milieu de plein de dispositifs sur la fixation des prix, etc., elle a 2 articles qui concernent la promotion au sens large. Une marge minimale de 10% sur la base du seuil de vente à perte. Hein. Donc beaucoup de produits étaient vendus à marge zéro, en fait. Hein. Enfin, un certain nombre de produits, les produits phares, justement, sur lesquels s'exerçait la concurrence prix. Sur lequel s'exercent ces fameuses promotions, c'est Voilà, ça que vous voulez nous dire, Philippe Ingold? Oui, tout à fait. Et une limitation des promotions à des taux de 34% maximum et de 25% en quantité. Alors, les conséquences probables, hein, c'est assez intéressant, c'est que les promotions vont être moins efficaces. Et puis que les enseignes vont effectivement trouver d'autres moyens, vont imaginer d'autres moyens pour développer les ventes et notamment d'approche digitale en exploitant mieux toutes les bases de données qui existent. Oui, mais alors ce qu'on comprend avec ce que vous dites, c'est que finalement les promotions de type, vous avez cité les produits comme Coca ou Nutella, sur lesquels on faisait des marges zéro, en fait, les distributeurs se rattrapaient sur justement les produits agricoles de type les fruits, les légumes et ce genre de choses. En fait, c'est ça qu'on comprend avec... C'est ça qu'on comprend, c'est ça qui a été développé dans toutes les réunions avec le ministre Stéphane Travert à l'époque. C'est assez contestable parce que c'était un peu contredit par un observatoire de fixation des prix qui dépendait d'ailleurs du ministère de l'économie et du ministère de l'agriculture où on ne voyait pas effectivement ces éléments. Mais bon, il y a une réalité quand même sur les produits phares, mais pas par catégorie. Bon, enfin bon, peu importe. Donc vous n'êtes pas sûr que cette loi, en fait, finalement, arrive à ce qu'on voulait, c'est-à-dire mieux rémunérer les agriculteurs? C'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui? La loi, les États généraux de l'alimentation créent aussi une prise de conscience, donc je crois que les distributeurs en sont conscients et vont faire un certain nombre de choses. Mais la loi, techniquement, effectivement, le fait de limiter les promotions n'est pas un élément, effectivement, qui est un facteur d'augmentation de rémunération des rémunérations des agriculteurs. Convenez que, effectivement, c'est assez indirect. Hein. Alors, la promotion par le digital, maintenant. Alors, disons que, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a des données, on a beaucoup de données. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données? C'est personnaliser les offres. Hein. C'est ciblé et avec l'intelligence artificielle et les algorithmes et puis aussi avec des pratiques de géolocalisation. Donc finalement, c'est grâce à toutes ces cartes qu'ils vont pouvoir agir. Oui, tout à fait, puisque là, plutôt que ces cartes de d'agir fidélité de façon massive, comme qui était le principe de la promotion, un tête de gondole, prospectus, envoyé à tout le monde, hein, et bien là, on va faire des offres effectivement beaucoup plus personnalisées. C'est ce que vous voyez déjà un peu quand vous êtes sur Internet, hein, où tout d'un coup, on vous fait des offres parce que vous avez acheté quelque chose. Alors moi, je sais, par exemple, j'avais acheté un litre vert du Quercy il y a quelques temps, parce que je comprends le Quercy. Puis depuis, régulièrement, j'ai des choses sur le Quercy que je ne visite plus. Enfin, peu importe, c'est une parenthèse. En fait, comme dit Lux Triano, c'est une carte d'identité. Finalement, on va être fiché. On va ficher toutes nos courses, pour ceux qui ont des cartes. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que le consommateur n'est pas globalement opposé au fait de donner des données sur sa consommation. D'accord. C'est-à-dire, c'est ça un moment, plus tellement maintenant. Et donc finalement, le consommateur est peut-être même intéressé par recevoir des offres personnalisées. Oui, bien sûr, c'est la contrepartie effectivement de pouvoir mieux consommer. Hein. D'autant que la recherche sur Internet est tellement globale qu'il a besoin effectivement d'aide, qu'on l'aide un petit peu à faire une sélection. Alors, il y a eu quand même des premières expériences. Je dirais entre les années 2000 et puis 2015, plus ou moins maintenant, disons, où il y a un certain nombre d'expériences digitales et avec des nouveaux outils, mais c'était un peu décevant quand même globalement. Alors, par exemple, des outils d'information, hein, des consultations des catalogues online, hein, enfin en ligne, hein, un peu décevant. Leclerc avait dit en l'an 2000 il n'y aura plus de prospectus papier. Bon, oui, ça s'était arrêté pendant quelques années. Cette année, en 2018, c'est revenu dans nos boîtes aux lettres, les petits... Oui, alors... Le catalogue de Noël est arrivé. Voilà. Plus ou moins, mais enfin, c'est toujours très fort.
c'est toujours très fort. La digitalisation de l'information, c'est pas acquis. En fait, non, parce que les Français préfèrent quand même le papier. C'est quand même plus simple de s'attabler. C'est concret. Alors, voilà, c'est concret. On voit des photos, on sait. Voilà, c'est assez mobile également. Il y a des comparatifs de prix également, des applis de comparatifs de prix qui ne sont pas tellement utilisés, etc. Alors, autre exemple, l'impression des bons de réduction sur Internet. Alors ça date d'une quinzaine d'années. Bon, ça représente que 2% finalement de l'émission des coupons. Hein. Donc vous allez sur Internet, vous allez sur un site de marque ou sur un site spécialisé, et puis vous avez, vous pouvez... Ah oui, c'est une autre forme de promotion. Mais c'est imprimer un coupon, ça reste quand même du semi-digitalisé. Voilà, il faut le vouloir pour faire ça en tout cas. Oui, tout à fait. Alors les offres de remboursement également. Vous avez des outils comme Shopmium, où vous pouvez effectivement, donc, vous pouvez prendre votre mobile, vous scannez effectivement le code barre du produit, vous photographiez votre ticket de caisse et automatiquement vous allez avoir un remboursement. Donc là, c'est ouvert à tous, hein, donc c'est pas ciblé, mais faible pénétration. Beaucoup de systèmes équivalents, effectivement, ont fermé la porte depuis que c'est en place. Mais ça, je pense que on n'est pas tellement au courant de ce système. On peut le faire dans tous les magasins ? Ah oui, Shopmium, oui, c'est indépendant. C'est des systèmes qui sont développés par les marques, enfin qui sont utilisés par les marques. Hein. Donc Shopmium. Shopmium, oui. Voilà. Shopmium. Autre chose, alors des offres SMS, vous avez vu, c'est assez classique, notamment par exemple dans l'hygiène beauté ou les vêtements. Vous inscrivez à un club et vous recevez 20% telle date pour si vous allez chez Etam ou qui sais-je encore. Hein. Alors, les jeux concours également, on en parle juste un petit peu. Alors, très fort développement, utilisation sur Internet, mais en fait, on fonctionne comme avant, c'est-à-dire c'est pas forcément ciblé et personnalisé. Hein. Donc ça reste très classique tout ça pour le moment. Oui, on utilise des outils digitaux qui améliorent les choses, mais améliorent une certaine fluidité et les modes de participation, mais fondamentalement, on reste sur des choses équivalentes. Mais ça va changer. Hein. Alors, sur Internet, vous avez les codes promo, les fameux codes promo sur les sites de commerce électronique. Mais ce n'est pas très ciblé, les codes promo. Hein. C'est souvent développé de façon massive. Ben, dans le Black Friday que vous avez vu, vous avez des codes promo et puis vous les utilisez tel quel. Bon. Alors, il y a des sites également qu'on appelle le cashback. Je ne sais pas si vous connaissez, du eBay Club, iGraal. Alors, sur les sites de commerce électronique, vous abonnez effectivement à ce site et vous allez faire vos achats avec une adresse email particulière. Vous allez avoir un cashback, c'est-à-dire une ristourne de 1, 2%, 3%, suivant les catégories, sur l'ensemble de vos achats Internet. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, tous ces systèmes-là, il y a beaucoup de start-up, beaucoup de fermetures, de rachats, etc. C'est pas un franc succès. Alors, aujourd'hui, il y a des perspectives nouvelles, hein, c'est favorable, hein, puisque vous allez me dire, bien sûr, alors que vous venez pour faire la promotion du digital en promotion, et puis vous dites le contraire, non, pas tout à fait. Aujourd'hui, c'est différent. Alors, il y a des technologies qui sont opérationnelles, alors déjà largement utilisées en Asie, hein, les Asiatiques sont très en avance sur nous à ce niveau-là, traditionnellement les Japonais et les Coréens, mais aussi les Chinois maintenant. Hein. Alors maintenant, le mobile, c'est important quand vous parliez de Monoprix tout à l'heure. Alors, c'était un mode d'action, c'était une vision, effectivement, pour l'encaissement. Voilà, c'était pour faire moins de queue à l'encaissement. Mais globalement aussi, c'est le smartphone qui devient effectivement l'outil central de l'acte d'achat aujourd'hui. Alors, ça sert à quoi un smartphone? Alors, un smartphone, d'abord, ça se balade partout. C'est pas lourd et c'est pas grand. Transports, voilà. Notamment quand les Valdoisiens vont travailler à Paris, ils regardent leur smartphone. Regardez effectivement un peu dans les trains de banlieue ou dans le métro, tout le monde a son smartphone. Donc vous pouvez préparer vos courses sur les sites d'enseigne, par exemple. Alors ça va permettre d'identifier le consommateur au point de vente par des applis de géolocalisation. On va revenir dessus. Hein. On peut faire des paiements. Pour l'instant, c'est embryonnaire en France, mais très développé par exemple aussi en Chine, par exemple. Donc des paiements avec ou sans contact, avec des applis du type Apple Pay, Google Pay, Live Pay, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. C'est aussi un porte-de-carte de fidélité, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir 36 cartes de fidélité, vous avez des applications comme Fidall, Feedme, Stopcard, hein, vous pouvez mettre vos cartes, vous pouvez avoir une vingtaine de cartes. Donc dans une appli, on aura toutes nos cartes de fidélité. Tout à fait. Et donc, quand vous voyez, le mobile devient, enfin le smartphone plus précisément, hein, devient vraiment le centre de l'acte d'achat avec toutes les potentialités envisageables. Alors, autre élément qui va faire qu'on est dans une perspective favorable, c'est que les enseignes traditionnelles, elles ont beaucoup de mal, vous avez entendu, surtout sur le non-alimentaire. Hein. Sur l'alimentaire, c'est quand même mieux, mais elles doivent devenir omnicanales, comme on dit, hein,
pour lutter contre les pure players, hein, c'est-à-dire les sites internet, les sites de commerce électronique purs. Donc la promotion, alors autre élément, c'est que la promotion traditionnelle, on l'a dit, devient moins efficace pour faire la loi Egalim. Hein. Donc tout ça fait que les technologies nouvelles ont leur sens. Alors, deux, trois petites choses, quelques exemples. Alors, on va parler de géolocalisation et puis d'intelligence artificielle. Alors la géolocalisation, il y a une géolocalisation classique, hein, qui est la géolocalisation par GPS. Donc finalement, ça s'est déjà intégré dans nos smartphones, pour conclure, en fait. Oui, alors il faut être sur les bonnes applis. Hein. Donc c'est la difficulté, effectivement, par exemple, si vous avez une appli Waze ou Shazam, par exemple, qui sont des applis costauds, hein, puissantes, près de 10 millions hein, de chargements, vous avez effectivement la possibilité d'avoir ces liens. Parce que donc, Shazam nous géolocalise aussi bien que Waze. Oui, tout à fait. Alors, ça permet, alors ce sont des fonctions annexes, hein, bien sûr. Hein. Alors, ça permet d'identifier des consommateurs à proximité des points de vente. Donc, vous passez auprès d'un point de vente, on vous dit, voilà, il y a 20% dans votre magasin X ou Y. Alors, c'est pas très précis quand même, hein, puisque c'est quand même assez large, c'est des dizaines de mètres. Et c'est pas très pointu parce qu'on va envoyer des offres, plutôt envoyer des offres par SMS. Alors plus intéressant, c'est la géolocalisation, la micro-géolocalisation, géolocalisation indoor, au mètre près. Hein. Donc c'est dans le magasin. Donc dans le magasin, on va vous guider. Hein, on va nous dire il y a telle promotion sur tel produit, allez voir. C'est voilà, ça en quelque sorte. La technologie de base, c'est le Bluetooth. Hein. Je ne sais pas si vous avez parlé du beacon. Hein, donc ce sont des petites bornes qui sont dans tous les endroits du magasin. Et puis, si vous, condition que vous ouvriez votre appli, bien sûr, eh bien, on va vous dire, à tel endroit, il y a ça, allez plutôt là-bas, vous avez acheté tel produit, donc vous pourriez acheter tel produit complémentaire, etc. Un peu décevant parce que c'est conditionné par le fait d'ouvrir, bien sûr, l'appli du réseau de distribution lui-même. Alors maintenant, il y a aussi des nouveaux systèmes, notamment, par exemple, en utilisant les étiquettes électroniques. Hein, donc, en utilisant les étiquettes électroniques, on peut faire ce même type de suivi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Des offres spécifiques sur des catégories de produits, des réductions immédiates et ponctuelles, ou même des récompenses cumulatives pour récompenser le consommateur. Alors, voilà sur la géolocalisation. Alors, l'intelligence artificielle. Alors, pour conclure, oui, l'intelligence artificielle, que va-t-il se passer, Philippe Ingold? C'est un mot un peu fort, je dirais, pour définir l'exploitation optimisée des données. Hein. Alors, les conditions, c'est quoi? C'est stocker, organiser des données, multiples venant de différentes sources. Donc, on n'est plus des silos, mais on peut réunir tout ça, c'est pas évident. Il faut définir des grandes typologies de consommateurs. Il faut définir des offres adaptées à chaque typologie. Il faut optimiser la communication des offres et mesurer l'impact sur les ventes et le trafic en magasin. Alors, la limite, bien sûr, qu'on va tout de suite donner, c'est que, il n'y a plus tellement d'émotions là-dedans. Hein. Non. Que le commerce, c'est aussi effectivement un peu d'émotion, c'est la surprise, etc., c'est le contact avec les gens, etc. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous parlez de nouveau de typologie. Or, moi, je pensais que ça allait être une promotion beaucoup plus ciblée, personnelle, grâce justement à ces bases de données et à ce que les algorithmes d'intelligence artificielle permettent d'analyser. Il y a différentes étapes, mais c'est une des questions qu'on doit se poser. Ah, donc, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Ça dépend effectivement des produits. C'est-à-dire que l'intelligence purement artificielle, avec les fameux algorithmes, dans le domaine de la grande distribution, des produits de consommation durable, c'est relativement pertinent. Et c'est pertinent aussi sur Internet. Maintenant, quand on est effectivement sur du commerce en dur et sur des produits alimentaires, il n'est pas évident que la création de typologie ne soit pas plus efficace. Donc on verra dans le futur. En tout cas, moi, ce que je trouve quand même agaçant, c'est que vous êtes en train de rouler, vous mettez Waze pour vous faire conduire, et puis tout d'un coup, on vous dit, il y a le McDo là, est-ce que vous ne voulez pas y aller? Et ça vous bouche toute la carte. Moi, je ne sais pas si ça plaît tant que ça aux consommateurs. L'avenir nous le dira, de toute façon. La conclusion de mes conclusions, oui. C'était que cela va-t-il dans une société ouverte, humaine et solidaire? C'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Voilà. On peut s'interroger là-dessus, effectivement. Quand vous voudrez pour en parler. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce panorama historique. Ça révolutionne beaucoup de choses quand même sur ce qu'on a appris sur la grande distribution. Lux Triano, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Les produits à hauteur d'yeux, etc. Tout ça, c'est fini. Si on vous dit où est cachée la bonne affaire. Et puis, il y a dans l'achat, quand on fait une bonne affaire, il y a aussi le plaisir de l'avoir trouvée. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui va disparaître. Puis, moi, j'ai eu la chance au début de ma carrière professionnelle de travailler un petit peu aux États-Unis. Et j'avais été frappé d'abord par l'âge des personnes qui travaillaient.
Chez Solar, qui fabriquait des turbines à gaz, il y avait des personnes de 70 ans qui travaillaient encore à mi-temps. Bon, ça, c'était en France, dans les années 80, c'était une révolution. Et puis, par la somme de petits boulots qu'il y avait, la somme de petits boulots. Et tous ces trucs-là détruisent les petits boulots. Et ce qui nous caractérise, nous, c'est qu'on est un pays de sots. Parce qu'il y a un vieux dicton populaire. Un pays de sots, vous dites. Il n'est pas de sots métiers, il n'est que de sottes gens. Ah oui. Or, nous considérons qu'il y a beaucoup de sots métiers. Et ça, c'est c'est ce qui nous différencie. Et il ne faut pas tous se poser de questions, savoir pourquoi les États-Unis sont en 4,5 de chômeurs et nous à 11 ou 12. Vous allez dans un hôtel, même dans un hôtel de luxe aux États-Unis, il y a une piscine. Pour avoir accès à la piscine, c'est pas avec la carte de votre chambre. Il y a un préposé à la piscine qui vérifie que vous êtes bien et puis qui s'assure, etc. Vous allez dans un hôtel de luxe en France, c'est la carte et il n'y a personne. Voilà. Et vous débrouillez comme vous pouvez. Bon, alors, vous me direz, en anglais, aux États-Unis, il faut savoir parler anglais. Mais il y a un préposé. De même, bon, il n'y a plus les gens qui mettent, ça c'est une légende, hein, il n'y a plus les gens qui vous emballent les courses au supermarché, mais il y a toujours des caissiers. Il y a toujours des caissiers. Et si le seul contact que vous avez quand vous allez dans un supermarché, j'étais attentif à ce que vous disiez, monsieur, c'est le vigile qui vérifie que vous n'avez pas carotté une bouteille de whisky dans votre panier, dans votre caddie, ça fait quand même un contact qui est d'une convivialité moyenne. Hein. Oui, alors, relativisons quand même l'expérience Monopoly qui démarre seulement, mais elle suit un certain nombre d'expériences dans d'autres enseignes. C'est un succès quand même relatif et c'est envisagé par les enseignes comme quelque chose de complémentaire. Bon, cela étant, c'est vrai aussi qu'il y a certaines expériences avec des magasins complètement, pas virtuels, mais concrets, mais sans personnel du tout, donc notamment fait avec, aux États-Unis, mais enfin ça reste des expériences quand même assez limitées. Enfin, moi personnellement, je pense que ça va être exactement comme quand on disait le livre il a disparu, quand l'informatique est arrivée avec les petites tablettes, et finalement tout cohabite. Il y a plusieurs cibles. Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? C'est parce qu'on a repéré qu'il y a à peu près 30 ou 40% de la population qui veut faire ses courses à distance et être livré carrément à domicile. Et puis, il y a ceux qui ont le temps de pouvoir aller en magasin. Donc, je pense qu'il va y avoir plusieurs... Attendez, le goulot d'étranglement me semble bien être la livraison à domicile. Nous l'observons dans nos communes. Et nous, je veux dire, on est en train de se demander si le meilleur allié du commerce de centre-ville, du commerce de proximité, c'est pas la verbalisation légitime de celles et ceux qui livrent n'importe comment. Parce que aujourd'hui, 30% des embarras de circulation dans nos zones un peu concentrées sont liés à des livreurs qui, les pauvres, ils ont beau avoir Waze ou un GPS élaboré, sont un peu paumés, se garent en double fil, provoquent des embouteillages. Stationnement en double fil, c'est une amende. Donc moi, je leur fais la chasse. Et aujourd'hui, la limite, c'est pas les trucs formidables là, avec les entrepôts informatisés où vous avez la commande, dans les 3 minutes, le carton est fait. C'est le dernier kilomètre. C'est le dernier kilomètre qui... alors, à Paris, c'est peut-être un peu plus simple puisqu'il y a dans le couloir de bus, mais qui, dans nos secteurs, et là je parle sous le contrôle de celles et ceux qui connaissent un peu notre secteur, deviennent une vraie plaie. Les livreurs à domicile sont une vraie plaie. Alors justement, on va demander à Isabelle... C'est un sale boulot. Hein. Alors ça, c'est un sale boulot. On va demander à Isabelle Beignet et Didier Hoffmann qui font du conseil auprès des entreprises. Est-ce que vous avez beaucoup de... Qu'est-ce que vous pensez déjà de ces révolutions? Est-ce que vous avez beaucoup de TPE qui viennent vous voir justement pour créer des services de livraison, pour être plus proche du consommateur? Est-ce que vous avez ce type dans vos clientèles? Alors, au niveau Isabelle de Beignet. Non, je n'ai pas ce type de client. Par contre, effectivement, être au plus proche des clients, oui, ça c'est effectivement une forte demande de la part de nos clients. Et nous les accompagnons effectivement pour ça, pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent faire correctement leur travail, pouvoir réaliser leurs rêves et être vraiment au plus proche de leurs propres clients. Alors, Isabelle Beignet, quelles sont les questions que pose, quelles sont les premières demandes sur votre métier quand quelqu'un vient vous voir? Alors, quand nous rencontrons effectivement nos clients, alors je vais juste repréciser que nous appartenons, donc Didier et moi, au réseau. Oui, on en parlera juste après. Voilà. Vous allez expliquer ce que c'est. Effectivement, donc on a toute une méthodologie
Et au travers de cette méthodologie et du savoir-faire, les clients, on les retrouve, c'est effectivement souvent des clients qui ne savent plus très bien où ils en sont et comment ils veulent faire. Tout à l'heure, on évoquait effectivement le business plan. Le business plan, c'est quelque chose qu'on a préparé au moment de la création de l'entreprise. Et après, on a un petit peu tendance à l'oublier au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, au fur et à mesure de la vie. Oui, parce et qu'on est pris par le quotidien. Dans le guidon. Et effectivement, il y a ce besoin de pouvoir relever la tête et de pouvoir prendre du recul. Et ça, les entrepreneurs, vraiment, alors notre cible, c'est vraiment les TPE. Les TPE. Les patrons sont seuls à devoir tout faire, dont leur cœur de métier et avant tout leur cœur de métier. Mais du coup, c'est assez compliqué de pouvoir tout faire cet amalgame avec tout. Et nous sommes là justement pour pouvoir les aider. Alors, tous les deux, Didier Hoffmann et Isabelle Beignet, vous faites partie du réseau Rivalis. Qu'est-ce que c'est que le réseau Rivalis? Qu'est-ce qu'il apporte? Alors, qui répond? Didier Hoffmann. Le réseau Rivalis a été créé en 1994 par Henri Valdan, ses deux fils et un de leurs amis très proches, qui sont partis d'un constat. Alors, Henri Valdan était garagiste lui-même, et il est parti d'un constat, c'est que premièrement, il lui manquait un certain nombre d'éléments pour optimiser le développement de son entreprise. Et deuxièmement, en tant qu'élu à la Chambre de commerce de Mulhouse, puisqu'il était alsacien, il se rendait bien compte qu'il y avait un nombre incroyable de petites entreprises qui disparaissaient chaque jour. Et non pas parce que le dirigeant n'était pas bon, non pas parce que le dirigeant ne travaillait pas assez, non pas parce que l'idée n'était pas bonne, mais très souvent, tout simplement parce qu'il y avait un simple problème de gestion. Et sa réaction a été de se dire, voilà, ça, faut que ça cesse, faut qu'on fasse quelque chose pour les dirigeants de ces petites entreprises qui sont loin des dirigeants du CAC 40. Hein, l'image qu'on a du patron en France est très éloignée de la réalité des patrons de TPE qui, ça c'est aussi un constat qu'on fait, se rémunèrent quand il reste des sous. Hein, c'est-à-dire que souvent c'est moins que leurs salariés, voire ça peut ne pas être du tout pendant certaines périodes. Alors que souvent, oui, c'est vrai. Toute leur vie est là, ils prennent tous les risques. En cas d'échec, il leur reste en général pas grand-chose. Et donc voilà, donc il a réfléchi à un concept qui pourrait apporter des solutions à ces dirigeants pour, comme le disait ma collègue Isabelle, leur permettre de prendre du recul. Donc c'est une méthode, on peut dire? C'est une méthode qui a été mise au point? Tout à fait, une méthode qui a été développée et qui se développe donc depuis 1994, donc vous voyez 24 ans, bientôt 25 ans, basée sur deux outils principaux. Le premier outil, Isabelle et moi le sommes, nous sommes des conseillers, nous avons un vécu de cadre d'entreprise, on a une expérience, on a donc la capacité de prendre du recul, de se poser des bonnes questions, de poser aux dirigeants les bonnes questions. Et puis la deuxième méthode, c'est un outil qui a été développé spécifiquement pour la TPE, pour l'aider à optimiser sa rentabilité, à optimiser ses marges, à maîtriser sa situation, à savoir où elle est, où elle va. Et donc en fait l'objectif, si on le résume, c'est de pouvoir permettre aux dirigeants de répondre quotidiennement à 6 questions qui nous paraissent fondamentales dans la vie de l'entreprise. C'est où j'en suis aujourd'hui en termes de résultats, je dis bien de résultats, pas de chiffre d'affaires ou de trésorerie. Où est-ce que je peux me projeter en termes de résultats en fin d'année? Où est-ce que ça va m'emmener? Est-ce que chacun de mes devis est rentable? Parce que bien souvent, on ne le sait pas, on fait des devis et puis on n'est pas en capacité de mesurer la rentabilité réelle du devis. En tout cas, on la mesure souvent par rapport aux charges directes attachées à l'opération, mais on oublie bien souvent tout ce qui est des charges indirectes et courantes de l'entreprise. Est-ce que je suis payé par mes clients? Moi, je connais des cas personnels d'entreprises qui sont arrivés à la cessation de paiement, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas émis les factures et donc pas été récupéré l'argent qui était dû. C'est quand même donc ça, c'est dommage. Ouais, c'est malheureux, mais ça existe, c'est une réalité, on peut pas l'oublier. Et puis après, les deux questions qui restent, c'est est-ce que je peux investir et est-ce que je peux embaucher? Et aujourd'hui, on rencontre plein de dirigeants qui vous disent je gagne moins bien ma vie maintenant que j'ai des salariés qu'avant quand j'étais tout seul. Et là, une fois de plus, c'est pas logique. Des salariés, c'est de la création de richesses supplémentaires, si c'est bien utilisé, si c'est bien managé, si c'est... Ah oui, ça c'est quand même une grosse question. Comment ça se fait que je gagne moins d'argent alors que j'ai embauché? Voilà, donc c'est qu'il y a un problème là, il faut trouver quel est le problème, c'est ça? Et en fait, aujourd'hui, comme ils n'ont que 2 indicateurs, je l'évoquais tout à l'heure, la trésorerie et le chiffre d'affaires, ils n'ont pas d'autre solution bien souvent que de se dire il faut que je fasse plus de chiffre d'affaires. Et donc on tombe dans cette spirale un peu infernale de toujours plus.
Donc plus de chiffre d'affaires, plus d'heures de travail, et on tombe sur des dirigeants qui s'épuisent à la tâche. Mais est-ce qu'il y a une autre méthode? Est-ce qu'il y a un autre moyen de faire? Ah ben aujourd'hui oui, c'est de ne pas courir après du chiffre d'affaires, mais de courir après de la rentabilité. Et le tout, c'est de savoir la mesurer, et on va la mesurer en partant de ce que j'évoquais tout à l'heure, l'objectif qu'on va mettre en place avec le dirigeant, puisque c'est son objectif à lui en termes de résultats, de rentabilité, et derrière, on va lui donner les moyens de faire ses choix, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Donc vous voulez dire que quand on fait un devis, finalement, il faut mesurer s'il est rentable ou pas, et à la limite, s'il n'est pas rentable, il faut le refuser? Clairement, c'est ce ça? que je préconise. Alors, Ah oui. il vaut mieux peut-être dans certaines extrêmes un devis pas ou peu rentable que des salariés qui se tournent les pouces, mais, parce qu'au moins ça fait quand même rentrer du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, on sait très bien que l'accumulation de ces devis non rentables ne permettront pas d'atteindre un résultat et de pérenniser l'entreprise. On va demander justement à Isabelle Beignet, qui est accompagnée de Sandrine Boutet, on va demander à Isabelle Beignet, qui est accompagnée d'Agnès Lachenal pour l'entreprise Mackay. Alors, Agnès, vous avez fait appel donc au réseau Rivalis. Pourquoi? Comment vous avez eu d'abord l'idée? Comment vous avez fait pour la rencontrer? Alors, la rencontre s'est faite dans un réseau d'entrepreneurs dont on est membre toutes les deux. Moi, ça faisait un petit moment que je tournais en rond dans mon activité, en sachant que j'avais du potentiel, enfin je l'imaginais parce que c'était mon idée. Donc vous faites de l'événementiel, pour tout dire, qui est donc un métier assez saturé, vous nous disiez tout à l'heure en antenne. Complètement saturé. Comment on fait pour s'en sortir alors? Exactement, il y a un peu plus de 8000 agences en Ile-de-France, donc on peut imaginer que c'est un réseau, un métier vraiment saturé, il faut trouver une vraie valeur ajoutée. J'ai rencontré Isabelle et j'ai bien aimé son approche, qui était peut-être à ce moment-là d'envisager que je puisse me rémunérer, mais surtout que mes devis soient rentables. C'était vraiment la première question. D'accord, donc elle vous a aidé à mieux gérer finalement et à vous poser la question à chaque fois, et vous arrivez à faire comme ce qu'ils viennent de dire, à la limite de refuser des devis? Alors en fait, moi j'avais aussi besoin d'un outil. À l'époque, je faisais mes devis et factures sur Excel, ce qu'on n'a plus le droit de faire maintenant, mais à l'époque c'était le cas. Et j'ai eu accès à l'outil en ligne qui est fourni par le réseau Rivalis, qui s'appelle Henri. Et sur l'outil, sur Internet, quand on enregistre son devis et qu'on calcule sa rentabilité, on a la case « je m'en fous » pour dire « je suis consciente que mon devis n'est pas rentable ». Et c'était une action tellement volontaire de sa part de dire « voilà, soit parfois c'est une petite opération, ça fait rentrer un peu de cash, mais à force de cliquer sur « je m'en fous », on prend conscience qu'on fait des devis qui servent à rien. Et ça m'a fait vraiment changer ma façon de construire mes devis, construire mon offre, construire mes tarifs. Et puis après, le reste de l'accompagnement tous les mois m'a aussi permis d'être, de progresser et d'être là où j'en suis maintenant. Alors oui, parce que vous avez créé votre entreprise en 2015 et vous organisez d'ailleurs l'année prochaine, le 5 février, un événement. Qu'est-ce que vous organisez? Oui, j'organise avec une collègue entrepreneur une journée, une matinée qui va nous permettre d'expliquer au travers de trois plénières, de 3 conférences plénières, comment l'entrepreneur peut s'en sortir, mais pas celui qui vient de créer, celui qui a déjà 3-4 ans dans les pattes, qui se pose d'autres questions. Justement, la relation avec son téléphone et apprendre à déconnecter un petit peu, donc apprendre à respirer, apprendre à s'entourer, apprendre à être présent sur les réseaux sociaux, mais les questions qu'on se pose au bout de 3-4 ans d'expérience, c'est quand on est indépendant, freelance ou entrepreneur. Alors vous êtes toujours en EURL? Je suis toujours en EURL. C'est un choix donc? Complètement. L'auto-entreprise n'était pas possible du tout au début, puisque moi je vends de la prestation de services et des produits. Donc mon chiffre d'affaires est forcément supérieur, enfin c'était l'idée en tous les cas dès le départ, que mon chiffre d'affaires soit supérieur à ce que l'auto-entreprise me permettait de faire. D'accord. Et donc vous allez garder ce statut de URL ou vous avez envisagé de changer de statut un jour? Pour l'instant, je suis très bien en URL, d'autant que j'ai une autre activité sur laquelle je suis en SARL puisque je suis associée. Donc pour l'instant, le statut de Ah oui, vous avez SARL, une double activité donc. Oui, on devient vite multi-entrepreneur quand on y prend goût. D'accord, donc vous avez du PEP. Alors je reviens à l'événement que vous organisez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... il est réservé à qui? Alors il est ouvert à tous les entrepreneurs on va communiquer sur les différents réseaux sociaux, mais il est ouvert à tous les entrepreneurs qui ont déjà passé les premières années, qui sont indépendants et qui se posent des questions et qui ont envie de vivre une explication avec des conférences de manière un peu différente. Alors ça aura lieu où? Ça aura lieu au Club de l'Étoile, dans un ancien cinéma qui a été transformé en lieu événementiel. C'était aussi un peu le fun de la chose, c'était d'organiser un événement dans un lieu à Paris qui soit un peu atypique. Donc c'est dans une des allées qui donne sur l'avenue Wagram.
Donc c'est un ancien cinéma et il y aura donc 3 grandes conférences plénières plus des outils interactifs. Voilà, donc ça c'est très intéressant pour les chefs d'entreprise qui se posent des questions et qui sont seuls, qu'ils viennent voir. Et donc les inscriptions seront ouvertes à partir du mois de décembre sur le site medowe.com. Alors on va poser la même question à Sandrine Boutet, qui est donc la cliente de Didier Hoffmann. Donc vous, Sandrine, expliquez-nous un petit peu comme votre processus de création d'entreprise, comment vous avez fait. Alors moi, je suis passée par la couveuse d'entreprise PES 45, donc pour une économie solidaire. Donc une couveuse, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une structure physique qui permet à des porteurs de projets professionnels de passer devant un jury qui est composé d'anciens chefs d'entreprise, de chefs d'entreprise et de personnel de la couveuse. Oui, on va dire que c'est encore différent de l'incubateur ou de la pépinière d'entreprise. Donc en fait, vous présentez votre projet via un business plan qu'on vous a demandé donc, de réaliser. Vous le défendez, on vous pose un certain nombre de questions auxquelles il aura été intelligent de réfléchir et surtout de savoir répondre. Et à l'issue, en fait, la couveuse d'entreprise, qui est financée par l'Europe, vous met à disposition un contrat d'une durée qu'on détermine ensemble, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 18 mois, suivant, entre guillemets, votre maturité au niveau du projet. Et ensuite, comment ça se passe? Vous avez des réunions toutes les semaines avec des personnes de la couveuse qui vous apprennent tout ce qui va être développement commercial, technique de vente. Alors donc à l'époque, c'était en auto-entrepreneuse que vous aviez entrepris votre activité. Quand vous rentrez dans la couveuse d'entreprise, vous n'êtes même pas immatriculé. Vous n'avez aucun SIRET, aucun code APE, rien du tout. Vous dépendez totalement de la couveuse, c'est-à-dire que vous bénéficiez de leur numéro d'immatriculation, de leurs assurances. Ce qui fait que si vous sortez de la couveuse et que le projet n'est pas viable, puisque du coup vous étiez sous la couveuse, entre guillemets, vous ne devez rien à personne. Et cela aussi vous permet de continuer à toucher vos... Donc ils offrent toutes les donc ils offrent toutes les charges. Vous êtes complètement prise en charge, même au niveau de l'assurance de la responsabilité professionnelle, s'il y en avait une. Il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a pas de tout ça. Vous testez vraiment l'activité telle qu'elle pour voir dans la réalité. Ça c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier par contre tout ce qui va être charge qui va venir par la suite. Donc là vous avez des intervenants qui vous forment dessus et qui vous donnent les outils pour, normalement, si tout se passe bien, à la sortie de la couveuse, vous vous immatriculez. Donc, suivant le projet, moi, j'ai fait partie de la première couveuse d'entreprise du Petit-Bray. On était 5. Donc, ça dépend c'est la communauté d'Orléans, on va dire, pour situer un peu l'auditeur. Voilà. Donc, on a été 5 porteurs de projets, des profils totalement différents. On avait une maman qui faisait de la broderie et qui avait 4 enfants. On avait une personne qui avait été licenciée et qui se mettait dans tout ce qui était... analyse thermique, donc voilà, 5 profils complètement différents. Et aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est encore 3 à être en activité, puisque les 2 autres ont servi de période temporaire pour ensuite retrouver un autre travail. Alors il faut signaler que vous faites de la création graphique, de la signalétique, de la décoration de véhicules, enfin plein de choses, tout ce qui concerne la communication visuelle. Alors vous êtes transformé, vous êtes en SARL maintenant. Oui. Comment vous avez rencontré Didier Hoffmann? Qu'est-ce qu'il vous a sur quoi vous a-t-il aidé? Alors Didier, à la base, moi je le connais de sa vie professionnelle avant d'être conseiller à Evalis. Donc il était équipementier automobile, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'était un de mes clients et moi j'étais une de ses clientes aussi. Donc finalement, appartenant en plus au même réseau d'entrepreneurs, on se connaissait plutôt assez bien. Et quand il a changé d'activité, il est parti du réseau d'entrepreneurs pour finalement, quelques années après, y revenir. Et c'est à ce moment-là qu'on a discuté de son métier, des questions que je pouvais me poser. Ça ne s'est pas fait tout de suite parce que je pense qu'il faut être prêt aussi à entendre certaines vérités. Parce que vous êtes dans votre train-train, tout se passe globalement bien. Enfin, pour mon cas, ça allait. C'était pas l'euphorie, mais ça allait. Je me tirais un salaire, j'arrivais à boucler les fins de mois. Mais comme Agnès tout à l'heure, je tournais un petit peu en rond, quoi. Je me développais pas des masses. Le chiffre d'affaires, si on veut en parler, il était croissant, oui, mais la rentabilité, pas forcément. Donc, d'année après année, vous perdez des points de marge, donc de l'argent, tout simplement. J'ai donné en fait mon dernier bilan à Didier, qui m'a fait une étude claire, nette et précise. Je ne veux pas dire que le coup près tombe, mais on prend conscience de pas mal de réalités. Réalités qu'on n'imaginait même pas, parce qu'on on a un savoir-faire, on veut développer sa clientèle, on veut prendre des marchés, on veut avoir de la reconnaissance, etc. Et on ne fait pas attention forcément. Alors qu'est-ce qu'il vous a dit qui vous a peut-être pas plu et qui vous a fait réagir? Oh non, il a été honnête. Il n'y a pas eu de... non, ce qu'il m'a dit c'était vrai, donc j'ai eu que d'autres choix de l'accepter. Et après de me dire, ok, on y va et on bosse ensemble.
Alors, ça fait combien de temps que vous êtes suivi par Rivalis, par Didier Hoffmann? 1 an et demi réellement. Ça fait 1 an et demi. Et depuis, en 1 an et demi, vous avez donc réussi à développer plus que ce que vous ne vouliez? On n'imagine même pas en fait. Quand on signe, on n'imagine pas ce que ça peut apporter. J'ai gagné du temps, c'est-à-dire que maintenant j'ai des week-ends. J'ai gagné de l'argent, parce que je gagne plus d'argent, alors que je travaille moins. C'est donc que je suis plus rentable. Donc je veux dire, même mon chien est plus malade le lundi matin, tellement je suis plus sereine, tellement... Voilà. Tellement on ne court pas après le client. Aujourd'hui, on court après le client qui paye bien et qui a de l'argent, entre guillemets. Voilà. On est prêt à refuser un devis. Oui, on est prêt à refuser un devis. Ou en tout cas, on le gère via le logiciel Henri pour qu'à la fin, on soit dans le petit curseur vert avec voilà, marge produit temps, marge service temps. J'ai tant de temps à passer sur le chantier, sinon je ne le prends pas. Il y en a d'autres à côté qui m'attendent et qui sont rentables. Voilà, donc vous faites les bons choix. En fait, c'est aider à faire les bons choix. En fait, c'est vraiment ce que je retenir. Isabelle Beignet. Oui, juste préciser effectivement que par notre accompagnement et l'outil, effectivement, nos clients peuvent faire le choix, ils ne subissent plus. Et ça, c'est vraiment essentiel parce qu'ils gagnent vraiment en sérénité et on est là pour les accompagner. Et là, je vois, c'est aussi un travail que j'ai fait avec Agnès. Ça a été de la confiance en soi qui a été prise, qui s'est développée. Et dans notre accompagnement qu'on peut avoir effectivement mensuellement, on va parler de sujets précis sur un devis précis par rapport à une prospection, par rapport à un client, sur qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire, et toutes ces stratégies qu'on peut mettre effectivement en place pour remporter l'affaire. Et là, Agnès a effectivement quand même de beaux exemples aussi. Mais voilà, c'est vraiment ce choix qu'on permet d'obtenir. Alors, est-ce que cet outil, donc cette technique et cet outil, puisque vous avez parlé du logiciel Henri que propose Rivalis, peut être adapté à tous les types d'activités? Je pense à un plombier, je sais pas moi, des artisans comme les plombiers, où là il y a beaucoup de petites pièces où il faut tout calculer. Voilà, à quelles activités en fait on peut cibler avec ça? Oui, tout à fait. On le voit aujourd'hui, on est 520 conseillers dans le réseau Rivalis sur l'ensemble du territoire. 520 en France. 520 en France, même outre-mer. Aux Antilles, à La Réunion, je crois qu'il y en a même en Nouvelle-Calédonie. Et clairement, on a un nombre de clients dans notre activité qui est extrêmement important. Donc ça va de l'entrepreneur, effectivement, artisan, au libéral, au commerçant, dans des métiers de la communication, de la restauration, les artisans du bâtiment. Moi, je travaille avec une entreprise qui fait de l'effarouchement. Vous voyez, c'est pas les entreprises qui courent le plus le rue. Je vois que vous froncez. Je ne sais pas ce que c'est l'effarouchement. Il faut nous expliquer là. En deux mots, c'est une entreprise qui résout les problèmes liés à une présence excessive d'oiseaux. Ah. Voilà. Donc, quand il y a trop de pigeons sur une ville ou des tourneaux, ils ont des solutions, notamment effectivement avec des rapaces pour réguler et éventuellement faire fuir les populations. Mais c'est un exemple que je prends, mais c'est un métier atypique. À quel point c'est extrêmement varié et qu'en fait pour moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a que 3 grands types d'entreprises au niveau de la TPE. Il y a celles qui vendent que de la marchandise, comme les commerçants, celles qui vendent que du temps, comme Isabelle, moi, mais comme un avocat, comme un consultant, et puis il y a celles qui vendent les deux, du temps et de la marchandise, comme un artisan du bâtiment, ou comme Sandrine, par exemple, dans son activité, qui vend des produits et qui ont été personnalisés. Et en fait, les leviers, ils sont là. Donc, quel que soit le métier, on trouve toujours la capacité de nous adapter à ce savoir-faire. Il y a des agents immobiliers, des avocats, voilà, si vous voulez, c'est extrêmement varié. C'est pas lié à un niveau de compétences, de formation, d'éducation, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de donner des conseils à mon frère qui est géomètre expert. Donc voilà, il a un niveau d'ingénieur. Ça ne peut pas dire qu'il soit mal formé. Et voilà, la gestion d'entreprise, c'est pas son truc. Et à un moment donné, il a besoin d'un expert, d'un consultant, de quelqu'un qui a un œil extérieur, qui est froid. En plus, même si on s'attache à nos clients et on s'attache à leurs entreprises, on sait toujours garder ce regard froid. On n'est pas dans l'affect que peut avoir le dirigeant pour sa propre structure. Et en fait, en tout cas, il faut qu'on reste dans cette distance pour pouvoir effectivement dire ce qui n'est pas toujours attendu ou espéré, ce qui ne fait pas forcément toujours plaisir, mais qui doit être dit et qui doit être entendu. Alors, est-ce que vous vous rapprochez des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie aussi, pour vous faire connaître? On est en lien régulier avec effectivement les chambres de commerce, les chambres de métiers, tous les syndicats professionnels. On a des partenariats notamment avec certaines émissions de télévision comme Cauchemar en cuisine, où effectivement, suite au passage de Philippe Etchebest, la production offre 6 mois d'accompagnement à un restaurateur sur notre savoir-faire avec un conseiller. On est proche de syndicats professionnels tels que l'UNEP, tels
bâtiment, enfin voilà, Les MOF aussi. les meilleurs ouvriers de France, qui ont aussi reconnu que leur savoir-faire, aussi exceptionnel soit-il, pouvait largement être amélioré et bonifié par notre compétence. Alors vous avez dit donc 530 conseillers au sein du réseau Rivalis. Ça coûte combien quand on fait appel à vous? Vous faites des forfaits? Comment ça se passe? C'est à l'heure? Comment se passe le décompte? J'ai envie de passer la parole à Sandrine pour qu'elle vous dise que ça lui a plus rapporté que ça lui a coûté, tout simplement. C'est clair que s'il faut calculer, entre guillemets, la somme que Didier me prend mensuellement, sachant qu'on a un rendez-vous qui dure quand même une demi-journée, sur lequel on fait le point du mois qui vient de s'écouler, ou des projets à venir, il m'a rapporté bien plus que ce qui me coûte, puisque aujourd'hui je travaille moins, je gagne mieux, et je gagne même bien mieux ma vie en termes de salaire, en fait. Sans compter le côté sérénité qui, pour moi, n'a pas de prix, parce que quand vous allez au travail avec le sourire, que vous savez que tout va bien se passer, et que là, vous êtes dans les chiffres... Mais en fait, c'est un coût au rendez-vous, ou bien il y a un forfait de démarrage au départ? C'est un contrat, en fait. C'est un contrat, d'accord. On conclut ensemble sur 2 ans de travail. Dans ces 2 ans, on se verra normalement 24 fois, puisqu'on a un rendez-vous mensuel. Je demande à Didier en plus de m'accompagner chez le comptable, parce que le comptable, des fois, il parle comptable, donc on ne comprend rien. Il parle de ses chiffres, mais il fait juste une vision de l'année qui vient de s'écouler, et en aucun cas sur le futur. Donc je demande à Didier de m'accompagner pour qu'on puisse après parler le même langage. Comptable, décortiquer un petit peu ce qui a été dit, ce qu'il en est ressorti, et où est-ce qu'on va devoir de nouveau plus travailler dans les mois à venir. Merci beaucoup. Et puis on va passer Sandrine Boutet, on va passer la parole à Agnès Lachenal pour conclure. Juste pour compléter, effectivement, moi Isabelle, elle m'accompagne aussi, en plus du rendez-vous chez le comptable, elle m'accompagne dans les décisions parfois qui ponctuent la vie d'entrepreneur. Quand j'ai dû prendre ma contrat d'apprentissage l'an dernier, c'était en dehors du rendez-vous mensuel, et j'ai dû lui poser la question un peu au pied levé. J'avais le CV sous les yeux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. Et pareil, à la fin du contrat, quand on a dû mettre un terme au contrat, pour plein de raisons, notamment professionnelles, Isabelle m'a accompagnée aussi dans le rendez-vous pour solder le contrat. Donc c'est un vrai copilotage entreprise sur tous les sujets. Merci beaucoup pour vos témoignages aujourd'hui sur IDFM au bar de l'économie. Notre émission s'achève. Je vous retrouve dès demain. Dès demain, nous serons aussi avec un autre maire, celui de la ville de Margency. Donc je vous souhaite une très belle journée. À demain.